Je suis désolée, j'ai mal communiqué sur l'horaire du webinaire pour le Tchad, le Cameroun et le Niger qui ont 1 heure de décalage avec nous. Donc j'espère qu'ils pourront nous rejoindre au cours du webinaire. Donc merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Comme je vous le disais, ce webinaire va être donc co-facilité par moi et Isabelle Pelli, qui est la coordinatrice technique du CALP. Donc, on voulait juste vous expliquer un petit peu le pourquoi de ce webinaire. Certains d'entre vous le savent mieux que d'autres, mais ça fait suite à différentes requêtes qu'on a reçues au bureau régional de différentes organisations, de différents pays ou d'individus qui nous expliquaient leur envie et leur intérêt pour travailler sur un panier de dépenses minimum dans leur pays. Et voyant ces multiples requêtes affluer, on s'est dit que ce serait très intéressant d'essayer d'avoir un appui régional et essayer d'établir une sorte de cohérence entre les différents travaux que vous allez mener au sein de vos pays, voir comment est-ce que le CALP peut vous appuyer là-dessus et puis comment maximiser votre travail. Donc, on va commencer rapidement avec les objectifs de la session. Une présentation théorique qui sera faite par Isabelle sur le MIB en particulier. Ensuite, on parlera des enjeux de coordination autour du travail sur le panier de dépenses minimum et le cash multisectoriel plus généralement. On aura une partie sur le partage d'expériences parce que, comme vous le savez, le MIB est un concept assez récent, mais qui a quand même été développé dans certains pays. Donc, Isabelle nous parlera de ses expériences et si vous avez également des ajouts à faire, n'hésitez pas. Et puis, voir ensemble quelles sont les prochaines étapes à mener pour essayer de mener un travail le plus solide possible. Donc, sur les objectifs de la session en particulier. Donc, comme je vous l'ai dit, faisant suite à des requêtes reçues au bureau régional, il semblerait que certains d'entre vous et plusieurs cash working groups de la région, à savoir le Mali, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, soient très intéressés, en tout cas au moins certains acteurs, par travailler sur un MIB au niveau national ou dans certaines zones des pays. Donc, ce qu'on aimerait à travers ce webinaire, dans un premier temps, c'est aligner les compréhensions de certains concepts clés du cash multisectoriel, notamment le panier de dépenses minimum, mais on va aussi parler de quels sont les besoins à couvrir, comment est-ce qu'on essaye de définir au mieux les besoins de base. On verra dans un dernier temps que ce webinaire est vraiment le point de départ d'un appui technique un petit peu plus soutenu pour les pays qui s'engagent dans ce travail-là, en vue de créer une sorte de pool d'expertise dans les transferts monétaires dans la région. Ah, Diebou ne nous entend plus. Est-ce que tout le monde m'entend ou c'est mon micro qui a un souci? Bon, j'espère que Diebou, c'est peut-être la connexion au Mali alors. J'espère qu'elle va pouvoir nous réentendre bientôt. Donc l'idée, c'est aussi en lien avec le plan d'action régional développé par le Cash Working Group ici à Dakar, que certains d'entre vous ont dû regarder, et qui met en avant le besoin d'avoir cette expertise au niveau régional avec un focus sur le cash multisectoriel qui est d'un intérêt croissant pour les pays et pour lequel on manque un petit peu d'expérience et d'expertise au niveau de la région. Donc le CALP a envie d'appuyer la création de ce pool d'expertise et on va voir ensemble comment essayer de le formaliser un petit peu. Donc l'objectif global est d'accompagner le développement de MIB en Afrique de l'Ouest. On se dit que si les expériences que vous allez mener en tant que cash champions, entre guillemets, dans vos pays, ça pourrait créer aussi une sorte d'émulation positive dans d'autres pays et avoir comme ça des paniers de dépenses minimum ou des besoins de base identifiés dans les différents pays de la région. Donc vous serez un petit peu les pilotes dans cette initiative. Et donc, pourquoi est-ce qu'on travaille sur le MIB? Pourquoi est-ce qu'on fait cet appui technique?
c'est dans l'idée de préparer le terrain à une réponse en cash multisectorielle pour la prochaine phase de planification humanitaire. Et comme je vous en ai parlé dans les mails, l'idée c'est que si on arrive à identifier des besoins de base, un panier de dépenses minimum assez solide, on pourrait éventuellement les inclure dans le HRP 2018. Donc ça nous laisse de maintenant jusqu'à l'automne pour essayer de travailler ensemble et de faire quelque chose qui soit le plus solide possible. On reviendra un petit peu sur ces étapes en fin de discussion, mais tout de suite, sans trop tarder, je voulais déjà passer la parole à Isabelle pour commencer avec la présentation technique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis Isabelle, la coordinatrice technique du CALP. J'ai quelques expériences en conception de panier de besoins de base et de transfert multisectoriel. Donc c'est pour ça que Nathalie m'a invitée à participer à ce webinaire. Par contre, ce qui serait très utile pour moi, c'est de savoir un petit peu plus qui vous êtes tous. Il y a certains noms que je reconnais, mais d'autres non. Donc, si possible, juste pour un peu simplifier la chose et au cas où les micros ne marchent pas immédiatement, si vous pouvez indiquer votre titre, enfin si vous pouvez mettre dans la chat box pour quelle organisation vous travaillez et quel est votre titre, ce serait vraiment très utile pour que je comprenne un petit peu plus le groupe. Donc, je m'attends à ce que même parmi ce groupe, il y ait des expériences différentes en termes de conception des besoins de base et de ce concept de panier de dépenses minimum. Donc, je suis désolée si pour certains, c'est un peu répétitif ce que je vais présenter là, mais c'est pour qu'on soit tous sur les mêmes bases avant d'entrer dans une discussion plus de partage et d'échange. Donc, passons à la slide suivante. Je vais parler donc du concept du panier de dépenses minimum et ensuite un petit peu des méthodologies de calcul et puis revoir un petit peu certains points essentiels, certaines étapes essentielles qu'on recommande pour ce calcul. Donc, ce que je vais vous présenter là ressort de la boîte à outils pour transfert multisectoriel, donc qui s'appelle, enfin que vous connaîtrez aussi peut-être sous le nom de MPG Toolkit, et qui a été développé comme projet collaboratif entre le HCR, CALP et d'autres agences en 2015. Donc là, cette roue là, ce cycle de projet que vous voyez sur la slide représente le cycle du projet tel qu'il est présenté dans cette boîte à outils multisectorielle. Et vous verrez que donc sur la droite, c'est tout ce qui est analyse de la situation et des options de réponse. En bas, la partie en jaune, c'est vraiment la conception du transfert en tant que tel. Et ensuite, la partie en vert à gauche, c'est la conception et la planification de l'intervention d'un point de vue opérationnel. Donc là, ce dont on va parler aujourd'hui s'inscrit, si vous voulez, dans le cadran en haut à droite. Donc c'est-à-dire partie 1.1 et 1.2, comme ça vous pouvez vous référer ensuite à la boîte à outils. Qui a besoin de quoi et puis ensuite combien, enfin quelle quantité et quel coût. Donc c'est ces deux éléments-là qu'on doit combiner pour arriver à un panier de dépenses minimum. Donc, passons ensuite sur un résumé du concept. Donc, qu'est-ce que c'est la raison pour laquelle je veux bien mettre en face là-dessus, c'est que, en fait, il y a un peu de confusion parfois parmi différents acteurs sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par ce panier de dépenses minimum. Donc, essayons de clarifier. Donc, ce que c'est ce que requiert un ménage pour répondre à ses besoins de base. Alors, ce concept en tant que tel, c'est là qu'il n'est pas toujours très très clair. Mais c'est pour ça qu'on va faciliter un partage d'échanges là-dessus. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est oui, c'est les besoins de base, mais est-ce que c'est les besoins de base en permanence, donc à long terme? Est-ce que c'est en période de crise où les besoins de base peuvent changer dû à certaines demandes en particulier, ou est-ce que c'est à titre saisonnier, en période de soudure par exemple? Et donc, tout ça nous donne un vision au fait que le panier de dépenses peut varier sur le temps, en fait. Et ça, c'est aussi important à concevoir. Alors ensuite, il faut réfléchir aussi au coût moyen sur la durée. Alors de nouveau, cette durée peut varier. Donc, il peut y avoir un coût moyen, par exemple, pendant la période de soudure,
et puis un coût moyen pour le reste de l'année. En plus de ça, il faut aussi considérer que ce coût moyen peut varier selon la fluctuation des prix sur les marchés également. Donc, là, c'est la raison pour laquelle je voulais cadrer ça, c'est pour dire que c'est pas forcément un montant fixe sur le temps. Donc ça, il faut bien le tenir en compte. Et alors, à quoi sert ce panier de dépenses minimum? Là, je veux vraiment mettre en face sur le fait que c'est pas juste pour la conception de transferts monétaires qu'on peut utiliser le panier de dépenses. Au contraire, il peut aussi servir à des interventions sectorielles spécifiques, donc par exemple d'abri ou de santé ou de sécurité alimentaire, qui peuvent être soit en nature ou soit en assistance monétaire. Donc, ça permet de concevoir ces interventions sectorielles spécifiques, mais également aussi de concevoir des interventions de transfert monétaire à usage multiple, parce que justement tous les besoins sont combinés dans ce même panier. Je vais continuer et après je vais laisser un petit peu de temps pour poser des questions un peu sur cet aspect théorique. Donc voilà juste un exemple de nouveau qui ressort de cette même boîte à outils. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer ce petit graphique, c'est pour démontrer que le panier dépenses minimum, ça n'est pas la même chose que le montant du transfert monétaire. Ça, il faut vraiment être très clair là-dessus. Donc là, si vous voyez le petit graphique de gauche, la colonne de gauche, c'est le panier dépenses minimum, vous voyez qui comprend plusieurs besoins différents. Et à droite, vous avez le déficit qui est représenté là par la flèche en rouge et qui démontre ce que les ménages n'arrivent pas à atteindre eux-mêmes et donc ce qui peut être potentiellement subvenu comme sous forme de transfert monétaire. Alors, on a parlé un petit peu du concept, mais comment vraiment faire ce calcul? Alors, il y a différentes méthodologies et justement, c'est de cela qu'on va parler en détail lors de cette session. Mais il y a trois éléments différents à prendre en compte et leur importance pourra varier dépendant du contexte. Donc, premièrement, c'est les besoins tels qu'ils sont perçus par les populations touchées. Donc, sur la base de l'analyse des besoins, et c'est évidemment là qu'il peut y avoir des besoins plus accrus en période de crise. Ensuite, un autre élément d'évaluation, c'est quel est le seuil de pauvreté d'un pays et comment est-ce que les besoins perçus par la population se comparent à ce seuil de pauvreté. Ensuite, un troisième élément à prendre en compte, c'est les normes internationales par rapport aux besoins, au droit, soit au droit international humanitaire, soit aux droits de l'homme, et ensuite ces normes telles qu'elles sont reflétées dans, par exemple, les standards sphères. Donc, comment essayer de combiner, en quelque sorte, voilà, les besoins tels qu'ils sont définis par la population, le seuil de pauvreté, et puis ensuite ce que, en tant qu'humanitaire, on considère comme étant standard. Donc, réfléchissons à tout ça au cours de la discussion. Alors, là, je vais juste faire un petit rappel alors de certains points essentiels et certaines étapes à suivre dans la conception de panier. Alors d'abord, c'est un exercice collaboratif, et ça c'est vraiment critique. Donc, évidemment, il faut consulter les populations touchées, je l'ai déjà mentionné, mais aussi l'État. Et ça c'est d'autant plus important quand il y a déjà un programme de filets sociaux établi dans le pays. Et ça peut aussi être très important quand, par exemple, on parle d'une assistance, d'une potentielle assistance monétaire à une population réfugiée dans un pays où il faudrait que cette assistance soit, disons, comparable à l'assistance qui est reçue par la population hôte. Ensuite, il faut cerner les objectifs du calcul. Donc, comme je l'ai dit auparavant, le panier de dépenses peut varier dépendant de la saison, de la durée, etc. Alors,
il faut être clair aussi sur est-ce qu'on est en train de développer un panier pour un certain groupe de bénéficiaires potentiels, une certaine zone géographique, une certaine durée dans le temps. Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et pour ceux qui connaissent la méthodologie HEA, vous saurez que les seuils de protection et de survie varient dépendant des groupes cités. Ensuite, sur la base de cette analyse, surtout de l'analyse des besoins des populations touchées, essayer de détailler les produits et les services à inclure. Et là, j'insiste bien aussi sur le fait que il faut également inclure des services, que ce soit par exemple des coûts de communication ou des coûts de scolarisation, que disons, surtout quand on vient d'une optique de sécurité alimentaire, on n'a pas l'habitude d'inclure dans ce type d'analyse. Prochain point important, c'est de distinguer entre les coûts récurrents et les coûts ponctuels. Donc ça, c'est souvent une discussion intéressante qu'on a avec le secteur abri, parce que eux disent, quand on essaie de combiner, disons, les besoins dans une crise, disons que pour le secteur abri et non-food items, il y a une différence entre les coûts récurrents, donc par exemple que ce soit les coûts qui peuvent contribuer par exemple à un loyer ou voilà, c'est juste un exemple, et puis des coûts ponctuels, par exemple la réparation de leur abri. Et ce qu'on essaie de recommander pour la conception d'un panier de dépenses minimum, c'est qu'on doit inclure vraiment que les coûts récurrents. Et c'est ceux-là qui seront inclus dans un potentiel transfert à usage multisectoriel, alors que, par exemple, un transfert monétaire pour la réparation d'un abri serait un supplément, un complément à cette assistance régulière multisectorielle. Noter les potentiels changements saisonniers. Alors ça, je l'ai mentionné dans déjà. Enfin, les prix peuvent varier de manière saisonnière, vous le savez évidemment, mais également, il se peut qu'à certaines périodes de l'année, il y ait des coûts supplémentaires qui s'ajoutent au panier. Donc, par exemple, la scolarisation, comme j'ai suggéré tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a tout ça en place, il faut se dire quel prix. Donc, à ce stade, si vous avez, si chacune de ces étapes a été suivie, à ce stade, vous devriez avoir une idée de quel type de besoins sont inclus dans ce panier de dépenses minimum. Mais vous n'aurez pas encore les coûts qui y sont associés. Et c'est à ce moment-là qu'il faut compléter donc ce panier par une évaluation multisectorielle des marchés pour déterminer le coût du panier. Alors là, c'est pas forcément quelque chose de très complexe, et souvent cette information existera déjà, mais c'est vraiment avoir une estimation des coûts, et puis accepter que cette estimation des coûts pourra varier dépendant de la géographie du pays. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple au Liban, dans les zones urbaines, le coût du panier de dépenses minimum était plus élevé que dans les zones rurales, même si les composants du panier étaient les mêmes. C'est là aussi qu'il faudra voir, est-ce qu'il y a différents montants du panier, enfin, est-ce que j'ai déjà mentionné qu'il pourrait y avoir la variation géographique, mais est-ce qu'il y a également de la variation entre groupes? Donc, par exemple, si certains groupes vulnérables ont plus d'enfants, disons, en moyenne que d'autres, il se peut que une taille du ménage qui est plus élevée que d'autres, le coût du panier sera peut-être plus élevé. Et dernièrement, faire une vérification donc ensuite avec les recommandations sectorielles qui sont peut-être développées par certains secteurs spécifiques sur les besoins pour leur secteur et voir si elles sont compatibles avec le panier. Alors, je sais que ça fait beaucoup de choses à prendre en compte, mais justement, c'est pour ça qu'on va un petit peu passer sur un échange d'expérience et voir est-ce que ces étapes marchent en pratique, quels sont les défis que vous avez rencontrés.
et quelles sont les leçons apprises, enfin, pour pouvoir faire ça de manière aussi pratique que possible. Ce qui est vraiment important, là j'ai mis en rouge, c'est de continuellement communiquer avec les parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit les différents secteurs, et de pouvoir bien justifier les montants. J'ai certainement vu dans certains contextes que certaines décisions ont été prises. Par exemple, je dis le Népal, j'y étais directement après le tremblement de terre en 2015, et il y avait aucune base en termes de panier de dépenses multisectoriel. Et donc, on a fait ça très très rapidement, directement après le choc. Et on n'a pas forcément documenté les décisions qui ont été prises sur pourquoi tel besoin a été inclus et pourquoi tel montant. Et donc, je pense que ça a été assez difficile ensuite pour ceux qui sont venus par la suite de comprendre la justification. Donc, très important de documenter tout ça. J'ai quelques exemples là, un du Liban à gauche et puis de la Syrie à droite. Donc vous voyez que ça peut être représenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique. Mais je vais faire une pause là et en profiter pour vous donner l'opportunité de peut-être poser quelques questions sur la théorie. Donc, vous pouvez essayer de soit faire fonctionner vos micros ou bien poser des questions dans la chat. Si vous avez. S'il n'y a pas encore de questions à ce stade, de toute façon, on a beaucoup de temps pour discuter pendant le reste de la session, donc c'est pas urgent du tout. Donc maintenant, on va passer un petit peu à une discussion plus concrète sur quels sont les enjeux de la conception de ce panier. Et avant, en fait, de passer directement à quelques réflexions qu'on a eues, Nathalie et moi, et, par rapport à nos expériences personnelles et puis ce que Nathalie a pu entendre de votre part, est-ce qu'il y a certains thèmes en particulier que vous voudriez aborder et qui ressortent clairement comme enjeu dans la conception de ce panier? Alors, si ça, vous avez besoin d'un petit peu plus de stimulation pour la discussion, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par quelques enjeux de coordination dont moi je suis consciente au niveau global. Ensuite, Nathalie va renforcer ça par quelques exemples au niveau régional et puis ensuite on ouvrira la conversation. Isabelle, il y a une question de Joseph dans la chat box. Peut-être tu peux répondre déjà. Donc Joseph, tu demandes dans quel contexte se justifie le multipurpose cash grant. Alors, si c'est ce que tu veux dire par cet acronyme. Donc, le cycle du projet que j'ai montré au début de la présentation, c'est en fait les étapes à prendre pour voir si, les étapes à suivre pour voir si un transfert multisectoriel est effectivement pertinent. Et donc, ce qu'on est en train de discuter là sur la conception de ce panier, ça entre dans ce cycle du projet, ça fait partie de la décision, mais ça n'est pas la seule décision, parce qu'ensuite, il faut voir, ok, est-ce que les marchés peuvent effectivement subvenir aux besoins qu'on a établis dans ce panier? Ensuite, d'un point de vue opérationnel, est-ce que les mécanismes de paiement, la sécurité, etc., permettent un transfert monétaire, et ensuite est-ce qu'il y a les capacités des acteurs nécessaires pour mettre ce transfert en œuvre. Donc là, ce dont je suis en train de parler, c'est vraiment une étape plus large là-dedans, dans ce cycle de projet plus large. Je pense que ta question sur urgence, résilience ou post-urgence, etc., on peut peut-être en parler quand on fait un peu un partage d'expérience sur
votre conception des paniers. Ah, et une question intéressante de la part de Debou, très très bonne question. Je pense qu'apparemment on va en parler. Je vais essayer de regrouper un peu les questions par thème et ensuite on fera un partage là-dessus. Donc, juste pour passer, pour vous donner quelques idées sur certains des enjeux de coordination qu'on a identifiés au niveau global. Alors, premièrement, il y a un peu un enjeu sectoriel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment inclure les standards minimums. Alors, si on inclut par exemple le standard sphère de 15 litres d'eau par personne par jour et ou 3,5 mètres carrés par personne en termes d'abri, il se peut, et 2100 calories, etc., enfin les différents standards sectoriels. Dans certains contextes, il se peut que quand on donne une valeur monétaire à ces besoins, le coût du panier devienne vraiment très très différent de, par exemple, le seuil de pauvreté dans ce pays ou vraiment des dépenses typiques d'un ménage. Et ça peut créer un peu une tension avec les différents secteurs qui disent non, mais si moi je continue mon assistance en nature, je suis sûre que les standards sphères seront atteints. Tandis que si je conçois de peut-être subvenir à ces besoins sous forme d'assistance monétaire, c'est pas clair que et que le panier sera donc réduit en valeur totale, ce n'est pas sûr que ces besoins seront atteints. Donc ça, c'est un petit peu, c'est un conflit. Un autre, c'est quand on conçoit le panier, c'est que parfois la valeur qui est donnée à un certain besoin, le montant, est fait sous forme de monétisation de l'assistance en nature. Donc, je vais expliquer ça plus clairement. Par exemple, si on parlait de changer de produit hygiénique qui avant était fourni en nature, et on disait, ok, ensuite on peut voir s'ils peuvent être inclus dans un panier de dépenses minimum et potentiellement que les populations, qu'on y subviennent via transfert monétaire. Donc imaginez avant, ce panier de produits hygiéniques coûte 5 000 francs CFA par mois. Et donc ça, ce sera le montant qui sera mis dans le panier de dépenses minimum. Mais en fait, c'est pas forcément le coût de ces produits au niveau local. C'est peut-être le coût quand ils ont été procurés, disons, en capitale ou à l'extérieur du pays. Et donc ça, c'est un petit peu risqué aussi de mettre directement ce coût-là dans le panier. Un autre grand enjeu, c'est vraiment la question de mandat. Donc, en termes de coordination, qui a le mandat d'engager les secteurs dans la conception de ce panier de dépenses minimum? Alors, ça, je serais vraiment intéressée de savoir comment vous gérez ça dans vos différents pays. Il y a aussi une question de mandat parfois des bailleurs de fonds. Donc, si les bailleurs ont des mandats spécifiques comme OFDA, qui ne finance pas l'assistance alimentaire, j'ai une collègue qui m'a parlé l'autre jour d'une proposition OFDA où on leur avait demandé de retirer l'assistance alimentaire du panier de dépenses minimum. Pardon, de retirer l'alimentation du panier de dépenses minimum. Donc, ça veut dire qu'on on est obligé de s'adapter aux besoins des bailleurs, ce qui ne donne pas forcément une vision complète des besoins. Et puis, c'est une question d'équité, dont j'ai déjà parlé. Donc, comment le panier se compare-t-il au seuil de pauvreté nationale? Et puis également, la question que Diébou a soulevée là, c'est-à-dire comment sont pris en compte les conflits sociaux si les paniers sont différents en fonction des groupes de population. Alors, juste pour dire que des paniers peuvent être différents, et ça c'est un concept pratique, disons, pour nous en tant qu'acteurs humanitaires, mais ça ne veut pas forcément dire que les montants du transfert seront différents. Parce que ça dépend ce que les populations à quoi les populations peuvent subvenir elles-mêmes en termes de leurs besoins. Donc voilà quelques idées des enjeux globaux. Peut-être que Nathalie, tu peux nous partager aussi certains enjeux régionaux que tu as identifiés. Merci.
Donc en fait, moi ce dont je voulais vous parler un peu, et je vais essayer de baser un peu les réflexions sur vos pays en particulier. L'idée générale du MIB, ou en tout cas du calcul de l'identification des besoins de base, etc., c'est que plus vous allez travailler inclusivement avec d'autres acteurs, évidemment, plus vous allez avoir un consensus autour du résultat de votre travail. Donc on va essayer de réfléchir, et au-delà de ce webinaire, on va essayer de réfléchir un peu à quels sont les rôles de chacun des acteurs de coordination dans le pays, et notamment quel peut être le rôle de l'intersectoriel. Est-ce qu'il y a déjà des données disponibles à ce niveau-là? Je pense par exemple au Niger. Malheureusement, je crois que nous n'avons personne du Niger qui a pu nous rejoindre ce matin, mais où l'intersectoriel fonctionne quand même relativement bien. Il y a peut-être des informations qu'on peut glaner ici. Le Cash Working Group, est-ce à lui de l'idée et le process de définition du MIB? Il y a par exemple le Cash Working Group du Tchad qui a montré de l'intérêt. Le Cash Working Group du Cameroun et du Nigeria ont dans leur TDR de définir le MIB. Donc il va falloir voir comment le Cash Working Group s'assure de la participation des acteurs clés dans ce travail. L'Alliance, par son expertise technique, peut avoir un vrai rôle à jouer dans la monétisation et la définition par exemple de ce que les marchés peuvent apporter, etc. Donc je pense là par exemple au Mali où l'Alliance semble assez en pointe sur la volonté de porter le MIB. Les secteurs évidemment, n'oubliez jamais que les secteurs font aussi leurs évaluations des besoins, etc. Et donc ils peuvent avoir des évaluations très intéressantes. Au lieu, peut-être que les acteurs cash, qui sont quand même dans la région souvent les acteurs de sécurité alimentaire, repartent sur de nouvelles évaluations en travaillant, en se cassant un peu la tête sur quelques indicateurs, etc. Ça peut être plus intéressant que d'engager une discussion avec les secteurs et voir quel genre d'informations ils ont déjà, est-ce qu'ils ont déjà fait des points, quels sont les besoins prioritaires qu'ils ont identifiés, quels sont les items, par exemple, qui ont l'habitude de distribuer en nature, etc. Et les acteurs de développement. Et là, ça rejoint un peu la question de Joseph, à savoir dans quel cadre est-ce que vous souhaitez faire cette intervention et la définition du MIB. On a plusieurs exemples très intéressants dans la région avec des pays qui souffrent à la fois de crises chroniques, comme le Mali, le Niger, le Tchad, et dans une certaine mesure le Cameroun, et de crises plus aiguës, avec le Nord Mali, avec la zone de Difa, avec le nord du Cameroun, toute la zone du lac Tchad. Donc, il faudra se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce MIB. Il n'y a pas de, à mon avis, Isabelle, tu me corriges si je me trompe, mais il n'y a pas a priori de le panier dépenses est pour le développement ou est pour l'humanitaire. Ça dépend de la crise et du contexte dans lequel vous vous trouvez, mais évidemment, ça influe considérablement la façon dont vous le calculez, ce que vous incluez dedans et quels sont les acteurs qui vont porter le travail. Si je me trompe pas, je pense qu'en Ukraine, ils ont travaillé sur les deux aspects, donc faire un panier de dépenses minimum d'urgence et un panier de dépenses plus en lien avec le développement. Les autres défis qu'on va avoir un peu dans la région, c'est le fait que les cash working groups sont encore faiblement multisectoriels, et donc il va y avoir vraiment un travail de sensibilisation ou en tout cas de collaboration accrue à mener avec les secteurs. Nous, ce qu'on a fait au niveau régional, vous l'avez peut-être vu, c'est qu'on a commencé à faire une tournée bilatérale des secteurs leads en les sensibilisant, c'est vraiment ça, sur le cash, la pertinence potentielle du cash dans leur secteur, le cash multisectoriel. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau global, il y a un intérêt croissant, au niveau régional aussi. Donc, je ne doute pas qu'au niveau des pays, je pense que c'est Djebou qui est en train de nous quitter. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez vous appuyer sur les secteurs leads pour essayer d'avoir cette inclusion des différents secteurs en vous basant à la fois sur le niveau individuel, sur les relations individuelles que vous pouvez avoir avec les secteurs leads, les relations organisationnelles. Parfois, c'est vous en tant qu'individu qui travaillez sur le cash, mais c'est un de vos collègues au sein de la même organisation qui lead un secteur intéressant. Donc ça, c'est vraiment des choses à essayer d'identifier. Le Tchad, par exemple, est en train de commencer ce travail-là et le Mali aussi. Donc peut-être, dans un premier temps,
essayer de voir comment accélérer un petit peu ce travail de sensibilisation et d'implication des secteurs d'enchaîner vraiment avec le travail très technique. L'autre question qui va se poser certainement quand vous allez engager les secteurs, c'est potentiellement leur capacité en cash qui peut être limitée. Donc, nous, ce qu'on a fait au niveau régional, c'est sensibiliser les secteurs, quelle que soit leur connaissance en cash, parce qu'il nous semble qu'ils ont de toute façon des informations qui sont utiles pour la définition des besoins de base, que ce soit les assessments qu'ils font, les distributions en nature, et même la prise en compte de vulnérabilités spécifiques qui peut résulter, même si à la fin ils ne sont pas inclus dans le calcul du montant, mais comme une prise en compte et une sensibilité spécifique auquel vous n'avez pas forcément accès ou connaissances parce qu'on peut pas tout savoir. Identifier donc les individus et les organisations Cash Champions, donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec ce webinaire. Malheureusement, il nous manque quand même beaucoup de monde, mais j'espère qu'on va pouvoir les rattraper et ce webinaire est enregistré, donc ils pourront aussi en bénéficier après. Mais essayer de voir un peu quelles sont les organisations qui ont une forte expertise en cash au niveau institutionnel et les individus qui ont cette capacité cash pour vraiment essayer de poser sur la table et de mener sur le plan technique les aspects de cash. Et puis, comme disait Isabelle tout à l'heure, aussi les questions de mandat, voir quelles sont les organisations sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour faire le lien entre les différents secteurs. Enfin, un des points que Isabelle a mentionné et sur lesquels je voulais un petit peu insister, c'est qu'on est quand même un peu dans un travail pilote. On n'a pas d'expérience de panier de dépenses de base minimum dans la région. Il y en a même très peu au niveau global. Donc, comme Isabelle l'a dit, on tire des expériences à chaque fois qu'on le définit. Il n'est pas du tout sûr que le résultat auquel on arrive d'ici l'automne soit parfait, ça probablement pas. Satisfaisant pour tout le monde, c'est un petit peu l'objectif. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un panier qui soit assez solide et qui ait l'approbation d'un maximum d'acteurs pour pouvoir ensuite l'affiner, travailler dessus. Donc ça veut dire que peut-être cette année, on n'aura pas tous les secteurs contributifs, on n'aura peut-être pas un panier très précis en termes de zones géographiques, de différentes populations, etc. Mais quelles sont un peu les limites qu'on se fixe pour dire, voilà, ce panier de dépenses-là est assez solide pour être inclus dans le HRP et pour poser les bases d'une réponse multisectorielle, même si il y a toujours des besoins en externe et essayer de voir parce que vous travaillez tous dans des pays où la Banque mondiale a des filets sociaux. Le calcul qu'utilise la Banque mondiale pour définir le montant de ces filets sociaux est souvent relativement semblable sur la méthodologie à ce qui est proposé pour le panier de dépenses minimum. C'est-à-dire qu'ils font des analyses un peu par type de besoin. Donc, qu'est-ce qui peut être couvert, etc. Donc, ce serait intéressant que vous puissiez intégrer la Banque mondiale dans ce travail, vous rapprocher d'eux pour voir quelles sont les analyses disponibles auxquelles eux ils se réfèrent et qu'est-ce qui peut être cohérent si vous êtes plus sur un aspect immédiat humanitaire et si eux ils sont plus sur des besoins long terme, qu'est-ce qui peut être cohérent et surtout utiliser leur expertise parce qu'ils sont vraiment très avancés évidemment dans tout ce qui est analyse, etc. Voilà, je repasse la parole à Isabelle pour le partage d'expérience. Merci Nathalie. Écoute, en fait, même avant de parler du partage d'expérience, on voulait aussi, peut-être soulever certains points sur les défis du calcul des besoins de base en tant que tel. Donc, on avait quelques idées là également. Mais non, et commençons un peu avec le partage d'expérience. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour nous parler un petit peu de où il ou elle en est dans leur pays, quels progrès ont été faits et quels défis demeurent dans la conception de ce panier? Sinon, on va devoir vous sélectionner.
Peut-être que tu peux proposer parce que tu sais plus où chacun en est dans leur pays respectif. Oui. Alors, je sais que, alors vous avez en fait différentes approches. Et c'est aussi pour ça qu'on veut pas se contenter de ce webinaire-là, mais vraiment vous proposer un appui tout au long de l'année, tout en essayant d'aligner quand même les résultats, parce que on pense que c'est très intéressant que vous puissiez avancer avec votre propre méthodologie en fonction de vos ressources, de vos capacités, du contexte, etc. Mais essayer d'aligner certains concepts pour être sûr qu'à la fin on arrive à des paniers de dépenses qui soient comparables et dont on puisse tirer des apprentissages. Donc par exemple, le Cameroun va commencer probablement très très vite son travail parce qu'il y a des besoins spécifiques vu l'urgence de la crise, mais aussi vu les opportunités qui se présentent là-bas. Et une des pistes qui a été évoquée, c'était potentiellement de partir du cash qui est distribué actuellement pour identifier les besoins auxquels répondent les bénéficiaires avec le cash inconditionnel. Donc, je ne sais pas si Paul, peut-être de IRC, tu veux nous en dire plus sur les réflexions qu'il y a actuellement au niveau du Cameroun et également les enjeux de coordination qui s'y passent, sur quel niveau est engagé dans le calcul du MEB. Paul? Ah, je ne sais pas si Paul nous entend. Tu peux utiliser ton micro, Paul, à tout moment. Donc, Joseph nous rappelle bien qu'il n'y a pas de MEB au Cameroun pour l'instant, effectivement. Mais voilà, il y a des opportunités qui se présentent rapidement, donc c'est un travail qui va être mené très vite. Les TDA, donc il y a 2 cash working groups, enfin il y en a un actif pour l'instant au niveau de Yaoundé, mais il est prévu d'en faire un également à Maroua. Et une des questions qui est sur la table, c'est en termes de coordination, quel est un petit peu le niveau où doit se définir le MEB. Donc par exemple, Joseph nous dit que pour l'instant c'est prévu au niveau de l'intersecteur, je pense à Yaoundé. Joseph, tu me corriges si je me trompe. Mais donc là, la question, ça va être comment est-ce qu'on adapte en fonction des besoins spécifiques de Marois, quelles sont les capacités au niveau de Yaoundé pour faire ce calcul. Donc chaque pays a des questions spécifiques. Peut-être Diébou, tu veux nous partager l'expérience du Mali, puisque vous êtes plus sur un panier potentiellement de résilience. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, pardon. Donc l'idée en fait ici au Mali, c'est que l'Alliance pour la résilience communautaire, donc un consortium de 7 ONG qui travaillent sur la résilience, a pris l'initiative en fait de commencer à travailler sur ce panier. L'idée par contre, c'est qu'on va pas nécessairement le faire directement, puisque comme il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'enjeux sur la question au niveau du Mali, l'idée c'est de faire venir en fait un expert par le biais du CashCap et donc de travailler avec tous les acteurs qui potentiellement pourraient être concernés. Donc notre alliance, les membres du Cash Working Group et toutes les autres entités comme le programme national de filets sociaux. Et en fait, l'idée vient du fait qu'il y a un montant de transfert monétaire qui a été déterminé au niveau du programme national de filets sociaux qui est de 120 000 francs CFA par an et par ménage. Et donc, on n'a pas forcément d'éléments très scientifiques en fait qui permettent de déterminer comment ce montant a été défini. Et donc, le travail en fait sur le MEB, ce sera de pouvoir vraiment se situer par rapport au montant qui est distribué par le biais des transferts. Et donc effectivement, ce sera l'idée, c'est plus de travailler sur les questions de résilience et de voir par rapport aux besoins des ménages où est-ce qu'on se situe par rapport au montant qui est distribué actuellement. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a suffisamment d'engagement donc de ces différents acteurs, que ce soit ceux qui sont responsables du programme de filets sociaux, ainsi que les autres membres du Cash Working Group au-delà de votre alliance, pour que ce soit vraiment un travail collaboratif et disons qui soit approuvé par ces différents
ces différentes parties prenantes? Ben, c'est l'idée pour l'instant. En fait, les travaux n'ont pas encore commencé puisqu'on n'a pas encore identifié l'expert qui va venir. Ça va être fait au courant du mois de février. Donc ensuite, là, le cash working group est un petit peu en stand-by en fait depuis le départ de Marie. On n'a pas eu vraiment de réunion. Et l'idée, c'est de le mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion en invitant en fait toutes les personnes concernées à s'impliquer dans le travail. Après, c'est vraiment l'idée essentielle, c'est qu'on puisse vraiment inclure un maximum d'acteurs pour donner une légitimité au travail qui sera fait et pas justement dire que c'est juste une initiative d'un consortium d'ONG. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore d'idée véritable de la mobilisation des uns et des autres puisque ça n'a pas vraiment démarré. Mais ce dont on avait parlé, c'était de faire aussi un groupe thématique spécifique au sein du Cash Working Group pour porter l'idée et que ce soit vraiment une initiative nationale, alors qu'elle a été lancée par nous, mais c'est pas le point essentiel, c'est vraiment que tous les acteurs concernés puissent y prendre part. Super. Donc là, tu nous parles un petit peu de solutions méthodologiques, disons, pour impliquer différents acteurs. Donc continuons un petit peu sur ce thème-là. Est-ce qu'il y en a d'autres différents pays qui ont réussi à impliquer différents acteurs comme ça dans un exercice collaboratif de conception du panier? Surtout l'implication des cellules. Je pense que pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau de la région, on est vraiment sur cette première phase-là globalement, de coordination et de voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour avoir cet engagement de tous les acteurs. Et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur les questions de coordination, quel est le rôle du cash working group, comment ouvrir le cash working group. Pour l'instant, la volonté du travail sur le MIB est là, mais je pense qu'il n'y a pas encore de pays qui a vraiment surmonté cette question. Donc, comme disait Joseph, je ne sais pas si Joseph, tu veux dire un mot là-dessus, sur l'engagement de l'intersecteur au niveau du Cameroun, qui vous semble, vous, le mécanisme peut-être le mieux placé pour faire ce travail collaboratif. Est-ce que vous avez remarqué déjà au Cameroun un engagement fort des différents secteurs et le lien avec les filets sociaux là-dessus? Joseph, tu peux utiliser ton micro, hein, je pense. Ouais. Ça, tu peux essayer de parler tout. Allô? Vous m'entendez? Oui, Joseph. On t'entend. Oui, vraiment, on a essayé d'impliquer la Banque mondiale qui a le plus grand projet de filets sociaux au Cameroun. Mais jusqu'à présent, on a encore un peu de mal à les attirer dans le groupe de travail. Mais il est vraiment prévu d'associer tous les acteurs. Et déjà, on a envoyé une requête à tout le monde pour qu'ils essaient de dire quelle est la valeur qu'ils utilisent pour ceux qui ont des initiatives cash, qu'elles soient dans le food, qu'elles soient dans le wash, qu'elles soient dans toute autre chose, qu'on essaie un peu de donner la valeur qui est utilisée. Et c'est sur la base de ces différentes valeurs qu'on va, au cours d'une réunion collective, faire un pas en avant pour déterminer si certains autres éléments doivent être collectés sur le terrain. Mais vraiment, à ce moment, si on peut déjà dire qu'il y a un engagement de toutes les parties prenantes pour que cela aille de l'avant. Le seul petit regret, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu la Banque mondiale qui fait déjà une espèce de cash multifonctionnel à travers les filets sociaux. Voilà un peu la situation et l'expérience qu'il y a au Cameroun actuellement. C'est excellent de commencer déjà avec cette implication de différents acteurs. Je pense que c'est vraiment une étape essentielle parce que sinon il n'y aura pas, le processus ne sera pas collaboratif ni disons soutenu par les différents acteurs. Donc ça c'est critique. Peut-être on a parlé un petit peu de méthodologie. Je me demande si et d'implication des différentes parties prenantes. Maintenant je me demande si on peut peut-être passer à la question qui a été soulevée par
par Busy sur attends, pardon, je retrouve la question. Oui, des objectifs du projet, donc contexte humanitaire et ou résilience pour la définition du panier. Donc Nathalie, peut-être que tu peux nous éclaircir là-dessus, enfin, sur la base de tes discussions avec les différents pays. Est-ce que tu vois un peu une variation, disons, entre les objectifs potentiels de ce panier? Oui, comme j'expliquais, c'est vrai qu'on est sur des pays qui connaissent des crises de nature assez différentes en leur sein, ce qui peut être à mon avis très intéressant, mais du coup aussi un petit peu challenging. Donc le Mali se positionne visiblement plus clairement sur la réponse aux crises chroniques et avec un objectif de résilience pour les ménages. Si à ce travail peut-être on pourra voir comment adapter et faire une analyse complémentaire pour le nord du Mali. Le Niger, le Tchad sont un petit peu dans la même situation avec des crises chroniques qui vont donc être plus sur des thématiques de développement, de livelihood, de résilience, mais avec certaines zones comme Difa, la zone du lac Tchad, sur des crises aiguës vont là sans doute aussi nécessiter une adaptation du MNIB. Donc à chaque fois, comme on a quand même on peut commencer avec l'ampleur la plus ambitieuse, mais je pense que c'est important d'essayer de voir quelle est la zone sur laquelle on se concentre et de définir l'objectif de l'intervention en fonction du contexte. C'est vraiment important. Et par exemple, dans le nord du Cameroun, dans la zone de Difa, tout ce qui est impacté par la crise du lac Tchad en ce moment, la définition du MIB et le contexte de crise vont être largement influencés par les priorités des bénéficiaires qui ne sont probablement pas les mêmes que les populations de Yaoundé, Niamey et d'autres zones du Tchad. Donc ça, c'est des discussions, je pense qu'il faut avoir aussi en priorité et pour voir justement qui est bien placé pour quel organisme est bien placé, quel mécanisme on met en place pour mener ce travail-là. Je pense que je voulais juste aussi rebondir sur la contribution de Diébou et l'appel aux consultants. Je pense que c'est important que tout le travail préparatoire que vous pouvez faire en amont, comme ce que fait le Cameroun en ce moment sur l'intersectoriel, la sensibilisation des secteurs que vous commencez à faire au Mali et qui est faite aussi au Tchad, la collecte d'infos disponibles à travers le HEA, la Banque mondiale, etc., sont vraiment des étapes sur lesquelles vous pouvez travailler et essayer de mettre en place avant même d'identifier quelle sera l'expertise externe qui pourra venir vous appuyer sur les aspects techniques. Mais on a vraiment des enjeux de coordination très très forts dans la région et on aimerait que ces enjeux soient dépassés avant que ça ne bloque vraiment le travail sur la Namibie ou que ça empêche une appropriation du résultat du travail. Tout à fait, mais en même temps, comme tu dis, il faut déjà essayer d'identifier quelles sont les données existantes qui peuvent être utilisées pour contribuer à ce MIB, donc faire ce travail en parallèle. Et donc là, je vois que c'est une question un commentaire de Busy là-dessus. Donc peut-être on peut demander à Diébou, donc comment est-ce que dans le cas du Cameroun, les collègues de l'Alliance prennent déjà en compte les données collectées par les secteurs dont sécurité alimentaire et livelihoods. Donc d'abord poser cette question à Diébou et puis ensuite peut-être qu'on aimerait passer la parole à Bernard de Save the Children pour qu'il nous présente un petit peu les réflexions sur l'utilisation du HEA de manière un petit peu plus multisectorielle et comment donc les données HEA peuvent être utilisées plus et supplémentées. Donc commençons avec Diébou, s'il te plaît. Ouais, alors pour l'instant, on n'a pas du tout commencé en fait ce travail-là. On est sur le lancement du projet de l'Alliance avec pas mal de travaux à faire dans un timing assez serré. Donc là, pour l'instant, tout ce qui concerne le MIB, on n'a pas vraiment commencé la collecte de données ou tout ça. Donc ce sera fait dans pas tout de suite. En février, donc peut-être qu'on commencera le mois prochain.
Il faut qu'on voit avec les partenaires, mais ouais, pour l'instant, c'est pas un travail qui a été entamé à notre niveau. D'accord. Bernard, est-ce que c'est un bon moment pour que tu nous présentes un petit peu tes réflexions sur l'utilisation du HEA de manière multisectorielle? Bonjour. Oui, je peux. Donc simplement, donc c'est nous, enfin moi je parle un peu au nom du projet régional, donc HEA-Sahel. Donc nous ne sommes pas directement impliqués sur les MIB, mais notre propos c'est d'élargir le champ d'utilisation de l'outil HEA, qui pour l'instant est, on va dire, cantonné sur l'alerte précoce et la sécurité alimentaire, et de pouvoir travailler sur ce que nous on appelle des paniers standards de dépenses minimum pour différents secteurs, santé, éducation, etc. À savoir ce que devrait dépenser un ménage pour couvrir ses besoins. Donc on est relativement proche de vos questionnements et de vos problématiques, et de pouvoir ajuster donc l'outil pour pouvoir en faire des calculs de seuil qui se rapprocheraient un peu de ce que présentait de ce qui a été présenté au début par Isabelle concernant non pas le panier lui-même, mais la différence entre ce que couvrent déjà les ménages et le montant de ce panier. Donc en fait, le gap qui serait à couvrir par d'éventuels transferts monétaires, par exemple. Donc nous, on en est au point, on en est au stade, j'allais dire, de définir des termes de référence. On envisage donc de recruter un consultant pour faire ce travail-là. C'est un travail qui se fera en complet, enfin en grande ouverture et collaboration avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans les MIB, dans les filets sociaux, dans tout ce qui peut être cash transfert aussi. Évidemment avec, en espérant aussi beaucoup de support et de coordination de la part de nos amis du CALP, et en espérant pouvoir contribuer aussi donc à ce débat général et à peut-être pouvoir amener un outil qui permette de faciliter ce travail. Voilà, donc on envisage de pouvoir mener cela sous forme aussi un peu de pilote dans un pays, on pensait au Niger, pour plusieurs raisons. Bon, il y a des personnes, mais aussi, surtout, on aurait la possibilité après de tester les calculs de seuil et ces paniers standards dans le cadre de deux nouvelles baselines qui vont se mettre en place, on va dire vers fin d'année au Niger. Donc, voilà. Merci Bernard. Et évidemment, on aura besoin de la collaboration de tous, pas seulement au Niger, mais aussi dans la région, puisque il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude et de se mettre plutôt en harmonie, en ligne, avec d'utiliser, de construire sur ce qui existe déjà. Donc Bernard, là tu as mentionné donc 2 nouvelles baselines au Niger, et est-ce qu'il y aurait hypothétiquement l'option aussi d'ajuster les baselines existantes, enfin de faire les calculs pour les ajuster pour inclure ces autres besoins? Alors l'objet aussi de l'étude, c'est de pouvoir déterminer quelles sont les adaptations à apporter donc à l'outil HEA. On collecte une masse très importante de données. Elles ne sont pas forcément enregistrées de manière très désagrégée, et c'est peut-être là aussi où on devrait travailler, suggérer des améliorations. Il peut aussi se trouver qu'il y a des informations qui ne sont pas collectées et qui devraient être collectées si on veut pouvoir faire des analyses comparatives par rapport à ces paniers. Donc deux objets à cette étude, c'est définir quels sont les éléments d'adaptation, on va dire, à apporter à l'outil HEA, essayer de définir ces paniers standards et de voir si on peut modéliser un calcul comme ça a été fait par rapport pour la FoodSec et la protection des moyens d'existence, définir des seuils un peu comme ça. Par contre, pour l'adapter, donc ça pourra se faire sur les nouvelles baselines. Sur les anciennes, ça risque d'être difficile puisque il vaudrait mieux dans ces cas-là attendre
qu'il y ait une mise à jour de ces baselines et là, à ce moment-là, d'intégrer ces nouveaux paramètres. Maintenant, l'intérêt aussi de la chose par rapport à une question qui s'est posée sur l'actualisation des paniers et autres, en intégrant ça avec l'outil HEA, ça permettrait d'avoir des actualisations possibles de ces paniers aussi par zone de moyens d'existence et par semestre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres participants ont des questions ou commentaires sur cette proposition d'adaptation de l'outil HEA? D'accord. Donc, là, vous voyez sur la présentation, la slide que vous avez devant vous, certains autres éléments d'expérience dont vous voulez un petit peu partager. Surtout, je veux revenir sur la question du lien avec les filets sociaux, parce que ça peut être assez difficile, disons, de négocier avec un programme de filets sociaux existant si le montant qu'on développe via un processus qui est plutôt basé sur l'analyse des besoins de la population plutôt que sur un seuil de pauvreté existant, par exemple, finit avec un montant qui est assez différent de ce qui est utilisé par les filets sociaux. Et donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être particulièrement difficile dans un contexte de déplacement ou de réfugiés, où les besoins peuvent être plus accrus, donc ce qui justifie aussi un panier de dépenses qui soit plus gros. Mais une solution, disons, enfin, quelque chose à prendre en compte, c'est que parfois, le panier de dépenses minimum a dû être réduit, disons, pour qu'il soit à peu près équivalent, par exemple, au seuil de pauvreté nationale. Je vous le dis, par exemple, au Liban où j'étais présente, ça a été le cas. Mais par contre, au Liban, on a fini par appeler ça un Survival Minimum Expenditure Basket, qu'on a distingué d'un Minimum Expenditure Basket qui était un petit peu plus, enfin, qui avait un petit peu plus de besoins différents qui étaient inclus. Et dans ce cas-là, l'utilisation de ce panier plus large peut être plutôt dans le cadre du plaidoyer pour dire, en fait, pour vraiment subvenir, enfin voilà les besoins actuels des populations. Si on devait vraiment subvenir aux besoins, il faudrait se baser sur ce panier-là. Mais dans cette situation, on est obligé, par exemple, de s'adapter à ce que la population autre soit. Ou alors, une autre approche aussi, c'est de dire, surtout quand on pense à la valeur du transfert monétaire en tant que tel, peut-être que le transfert monétaire peut ensuite être complémenté par une assistance en nature pour certains besoins et qui, disons, globalement, la totalité de cette assistance en nature plus assistance monétaire représente plus ou moins le déficit du MIB. Donc, il y a différents moyens, si vous voulez, d'essayer de négocier parfois ces tensions, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions sur... Oui? Oui, juste pour insister sur ce que tu dis, parce que je pense que c'est vraiment très essentiel dans la mesure où il y a effectivement déjà des filets sociaux, on est dans des pays qui sont sur plusieurs crises à la fois, il y a à la fois crise chronique, etc. Donc ces tensions, vous allez certainement tous vraiment les avoir au sein de vos pays quand vous allez travailler sur ces questions. Et c'est pour ça qu'on parle un peu de MIB assez bon. C'est comme le ciblage, si vous voulez. C'est qu'on sait que dans l'idéal, c'est d'une certaine façon, et puis il y a la réalité et ce à quoi on peut réellement aspirer. Donc, ça dépend aussi un petit peu de l'objectif pour lequel vous concevez votre MIB, et c'est ce que nous disait Thiebou tout à l'heure.
c'est qu'il y a déjà un montant de filets sociaux, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas trop à quoi ce montant correspondait, et donc il y a quasiment un objectif de plaidoyer à essayer de dire, bon, voilà ce qui est couvert, mais voilà quels sont les besoins réels de nos bénéficiaires. Ça ne veut pas dire qu'on peut forcément s'aligner là-dessus, on a des contraintes de coordination, comme disait Isabelle, de gestion des tensions sociales, de ressources évidemment, de mise en œuvre, etc. Mais donc, essayez de se rapprocher au plus près des besoins de vos bénéficiaires et être conscient surtout, être conscient du gap qu'il y a entre ce à quoi on arrive, ce sur quoi on arrive à se mettre d'accord et ce qu'on a identifié comme besoin réel. Et ça, c'est très important, la façon dont vous allez communiquer et vous allez vous coordonner sur le MIB parce que ça peut créer aussi des tensions et des frustrations, etc. S'assurer que si vous êtes obligé de revoir à la baisse ou de vous aligner avec ci ou ça ou de ne pas inclure tel ou tel secteur, vraiment être transparent là-dessus et ne pas laisser croire que le panier de dépenses tel qu'il est promu couvre tous les besoins de base si vous savez, de par le travail que vous avez fait, que ce n'est pas le cas. Donc l'idée, c'est de vraiment de s'approcher au plus près de la réalité des besoins et être assez transparent et de bien communiquer sur le résultat auquel on arrive. Et peut-être que des fois, on verra qu'en fait, c'est pas possible, qu'on n'a pas assez de consensus, qu'on n'arrive pas à se coordonner ou que le montant finalement n'est pas suffisant. Merci Nathalie de remettre l'emphase là-dessus. Je vois le dernier point sur ma slide répond à la question de Joseph sur est-ce que il peut y avoir différents MIB dans un même pays, enfin est-ce qu'il peut varier d'une région à l'autre. Oui, tout à fait, il peut varier selon soit les besoins qui peuvent différer d'une région à l'autre, mais également les prix. Donc oui, on vous encourage même à ça. Je voulais juste vous partager un petit exemple aussi d'un contexte complètement différent à ceux auquel vous faites face, mais qui est le contexte de l'Ukraine. Et en fait, c'est juste pour vous dire que moi et une collègue, on a fait un MIB en une demi-journée. Et donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas trop, surtout si vous vous en servez dans un contexte humanitaire, vraiment de réponse à une crise aiguë dans un lieu en particulier, que finalement, ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça et qu'on peut souvent arriver à une estimation assez réaliste. Donc, ce qu'on a fait, vraiment sur le dos d'un cahier, quoi, c'est, on a dit, quels sont les besoins jugés prioritaires sur la base d'analyse des besoins existants et de données secondaires, quoi. Ensuite, grosso modo, par secteur, disons par rapport à ces besoins, quels sont les besoins mensuels. Ça aussi, on a pu faire des estimations sur la base de nos expériences dans différents contextes. Ensuite, on a pu identifier ou avoir accès à des informations secondaires sur les prix. Même là, c'était dans le cadre de rapports qui précédaient la crise en Ukraine. Et puis, utiliser ces données sur les prix pour ensuite estimer d'autres dépenses. Donc, si on sait que, en général, par exemple, l'alimentaire représente X pourcentage d'un panier de dépenses, peut-être qu'on peut essayer d'estimer, donc, tiens, peut-être que la santé sera X moins Y%, ce genre d'estimation-là. Et puis, on a comparé ça ensuite avec le salaire minimum en Ukraine, que dans ce cadre-là, le salaire était très bas, en fait. Et parce qu'il y a beaucoup de subventions, donc en fait on s'est dit notre MIB commençait à être plus élevé que le salaire minimum, mais ça c'était probablement une bonne chose. Et sur la base de tout ça, on a fait une estimation et on a bien présenté ça comme étant qu'une estimation, mais c'était suffisant pour pouvoir dans ce cadre-là justifier quelque chose dans une proposition pour des propositions de financement. Et de pouvoir accéder à des fonds pour des transferts monétaires. Alors, ce que j'ai appris par la suite, c'est que le Cash Working Group qui a été établi en Ukraine a ensuite revisité le MIB par la suite, et heureusement, mais qui sont arrivés à un calcul qui différait à peu près à 10% de ce qu'on avait fait. Donc tout ça pour vous dire qu'en utilisant un peu de bon sens et des données existantes,
on peut arriver à quelque chose d'assez réaliste. Donc, j'espère que ça vous rassure un petit peu. Nathalie, est-ce que tu penses qu'on aurait passé un petit peu aux prochaines étapes et comment on anticipe travailler avec ce groupe par la suite? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres réflexions et d'autres questions? C'est vraiment, il n'y a aucune question qui est trop bête, profitez-en. Isabelle, juste encore pour insister un petit peu, que ton exemple sur l'Ukraine montre bien que finalement le plus dur dans ce travail sur les MIB, c'est vraiment le travail préparatoire, coordination, collecte des données, etc. Et donc, c'est vrai que l'Ukraine, il y a évidemment des sources qu'on n'a pas forcément dans la région, mais il y a quand même beaucoup de sources disponibles dans la région, il ne faut pas les négliger. Et ensuite, une fois que ces sources-là sont acquises et partagées, c'est vrai que le calcul lui-même, finalement, n'est pas forcément l'élément le plus ardu. Donc, on a tendance à se concentrer beaucoup sur la phase calcul, alors que vraiment le travail préparatoire est très important. Et je me permets de partager avec vous une réflexion justement de Hélène Juillard, qui a été aussi appelée comme consultante pour travailler sur un MIB. Et elle nous disait que sans ce partage d'infos et ce travail de préparation, le consultant, il peut pas vraiment faire un MIB qui soit assez valable, quoi. Ouais, tout à fait. Je voulais juste répondre à la question de Bernard là, peut-être en vous remontrant le graphique qui est sur cette slide là. Pardon. Donc là, vous voyez que à gauche là, la dette a été, est représentée graphiquement, mais pas inclus dans le panier de dépenses minimales. Parce que la dette a tendance à varier dans le temps et pour différents groupes, peut-être plus que le panier de dépenses minimales. Par contre, à droite, quand on essaie de calculer le déficit et donc le montant potentiel d'un transfert, vous voyez que les flèches rouges là couvrent et la dette et puis le déficit sont au-delà de la dette. Donc, c'est en général comme ça que c'est conçu, mais je veux dire que c'est un sujet un peu contentieux et qu'il n'y a pas forcément de consensus là-dessus. Donc, je pense que ceci, c'est à vous de voir dans chaque pays. Et puis, si on utilise le HEA, la dette est inclue, donc peut-être que ce sera une méthodologie un peu différente. Mais de toute façon, il faut être clair et justifier pourquoi on l'a inclus. J'attends 2-3 autres questions. Bonjour. Bonjour Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup pour la présentation et les expériences partagées à vous et à tout le groupe. Alors, j'avais une petite question en fait qui est peut-être un peu sur la partie 1000 aussi des MIB, hein, mais relationnée au calcul aussi. J'aimerais bien savoir, dans le groupe et chez vous aussi, l'expérience que vous avez sur, basiquement, quand vous avez après fait tout ce qui est la partie de PDM et de 1000 sur ces projets. Donc, quelle est la relation, qu'est-ce que les indicateurs de résultats ont montré sur les différents faisons de calculer le MIB dans votre expérience? Ou de notre façon dite, qu'est-ce que vous avez utilisé comme indicateur des résultats sur sur des projets qui ont utilisé le calcul des MIB? Est-ce qu'il y a des leçons tirées de ça, en fait, les meilleures façons de faire les choses ou pas, le calcul? Est-ce que tu veux dire des indicateurs, disons, multisectoriels de résultats? C'est ce que tu demandes? Ouais, the outcome indicators. Oui, mais multisectoriels. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Je pense que ça dépend, c'est pas forcément basé sur ça dépend pas du MIB en tant que tel, ça dépend de quelle portion du MIB a été atteinte par un transfert monétaire. C'est-à-dire que s'il y a que 10% par exemple du déficit qui a été, auquel un transfert monétaire a contribué, il
peut pas s'attendre à avoir des résultats multisectoriels incroyables. Tandis que si la quasi-totalité du déficit a été comblée, dans ce cas-là, typiquement, et il n'y a pas encore de nouveau vraiment de consensus global là-dessus, mais on regarde et des indicateurs qui sont spécifiques à chaque secteur, et puis des indicateurs qui sont plus multisectoriels, par exemple sur les stratégies de survie, ou même sur le bien-être global. Donc là, CALP, d'ici un mois, va publier une nouvelle guidance sur le suivi et l'évaluation des transferts monétaires, et qui a une section très spécifique, enfin tout le long en fait, qui se réfère aux spécificités des transferts multisectoriels et à comment les transferts peuvent être au suivi de ces transferts et justement aux indicateurs de résultats, comme tu le dis. Donc la base de données là-dessus n'est pas encore très complète, mais on espère vraiment que cet outil qu'on va publier va aider à ce suivi. D'accord, merci beaucoup. Nathalie, peut-être qu'on peut passer aux prochaines étapes? Oui, merci beaucoup. Ah oui. Oui, je voulais juste, ça c'est de nouveau un autre outil. Oui, je vous parle très rapidement de ça. Donc, j'imagine qu'en nous entendant parler, vous êtes dit, ok, c'est bien gentil tout ça, mais comment est-ce que je vais vraiment, quel outil est-ce que je vais utiliser pour consolider toute cette analyse et arriver à un panier qui soit bien présenté, etc. Et c'est une bonne question, et en fait, pour l'instant, dans différents pays, on utilise différentes méthodologies, etc. Alors, reconnaissant tout ça, dans le cadre d'un projet qui est financé par ECHO, c'est un projet ERC, donc Emergency Response Capacity, qui inclut les partenaires dont vous voyez les logos là en bas. Save the Children, c'est l'équipe humanitaire de Save the Children, est en train de concevoir ce qu'ils appellent un Basic Needs Assessment and Response Analysis Toolkit. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter l'appropriation des transferts à usage multiples par différents secteurs et différentes agences, et créer un outil qui soit donc interagence et intersecteur. Et donc, c'est pas tellement un outil en tant que tel, mais comme je dis, plutôt un cadre d'analyse qui permet d'analyser les besoins de base des populations touchées et de faire des recommandations sur les options de réponse, que ce soit un transfert multisectoriel ou d'autres interventions, sur la base de leurs préférences et de leur accès au marché. Donc pour l'instant, ils sont vraiment encore dans la phase de conception et de développement de l'outil, et ensuite il sera piloté dans le cadre de ce projet ERC au Nigeria à partir d'avril de cette année. Donc je vous encourage, surtout, je ne sais pas s'il y a des représentants du Nigeria là sur le webinaire, mais je vous encourage via Nathalie à prendre connaissance de cet outil, et puis peut-être à le tester ensuite, à le piloter dans vos propres pays aussi. Il faut qu'on voit un peu avec ces deux jeunes comment ça pourrait avoir lieu, mais je pense que ce serait vraiment une super opportunité dans la région. L'utilisation du HEA, Bernard nous a fait une présentation très très claire, et on a vraiment hâte de voir ce qui adviendra de ce projet. Et de nouveau, ça pourrait être une autre méthodologie à utiliser dans la région. Et puis maintenant, on va passer à Nathalie pour disons la suite des discussions dans le cadre de ce groupe. Merci beaucoup Isabelle, et vraiment merci à tous pour les questions et vos contributions. Encore une fois, c'est vraiment le début des discussions, donc j'espère qu'on pourra vraiment continuer à échanger. Donc l'idée, c'était vraiment de bâtir sur les différentes requêtes qu'on a eues, d'identifier les personnes qui sont intéressées pour porter le travail sur le MIB et la préparation du cash multisectoriel dans les pays. Comme vous le voyez, on a aussi inclus certaines personnes des bureaux régionaux avec qui on a eu aussi des discussions sur le cash multisectoriel et qui ont la capacité d'appuyer aussi techniquement les pays.
Et comme ça, on espère que tous ensemble, au niveau régional, on va pouvoir vous apporter un soutien, le soutien dont vous avez besoin pour mener ce travail, si vous souhaitez toujours le mener, qu'on vous a pas dégoûté. Donc l'idée, c'est de commencer dans un premier temps avec la consolidation. Alors toutes ces phases, je vous les donne en ordre chronologique, mais elles peuvent évidemment se mener en parallèle, etc. Donc premier point, c'est vraiment renforcer la coordination multisectorielle dans les pays pour avoir cette inclusion suffisante, la contribution des différents secteurs et voir quelles sont les infos disponibles. Vous n'avez pas forcément besoin de nous pour commencer ce travail. Le Cameroun l'a commencé avec l'intersectoriel. À travers le HEA et les alliances, vous pouvez déjà collecter beaucoup d'informations. Et donc, quand vous voyez que vraiment ça bloque et que vous n'avez pas ce mécanisme intersectoriel assez dynamique pour vous appuyer, eh ben, on peut prévoir des missions d'appui avec des ateliers thématiques sur cette question. Moi, j'ai prévu déjà de venir au Niger pour le faire. Et s'il y a des pays qui pensent que ce serait important qu'on organise ça, vraiment, n'hésitez pas à nous le dire. Donc ça, ce serait un petit peu la première étape du soutien du CALP, en tout cas. Vous appuyez sur la coordination multisectorielle. N'hésitez pas à vous appuyer sur voilà, les acteurs qu'on a déjà mentionnés. Ensuite, passez vraiment sur la phase technique. Donc, identifier quelle serait la task force, le groupe de travail, le mécanisme qui conduirait le travail technique sur la MIB. Donc là, on a à peu près 1 à 2 personnes par pays qui ont participé aujourd'hui. En général, c'est pas avec 1 ou 2 personnes qu'on va pouvoir faire ce travail. Donc, je vous invite à y réfléchir de votre côté, à voir selon vous quelle est la meilleure porte d'entrée pour mener ce travail. Debou nous parlait qui veulent passer par le Cash Working Group et il faut qu'on travaille sur la revitalisation de ce Cash Working Group avec Alpha et Oxfam. Mais donc voilà, chacun dans votre pays, essayez de voir quel est le mécanisme où il y a à la fois l'expertise technique pour mener ce travail et l'inclusion des différents acteurs qui nous intéressent. Et donc on pourra avoir des calls dans les 2 semaines qui viennent, disons, pour que vous nous disiez voilà dans chaque pays quels sont les acteurs qui ont montré un intérêt, quelle est la plateforme la plus adéquate. Et comme ça, nous, on peut identifier au niveau régional quels sont nos interlocuteurs pour apporter l'appui nécessaire. Ce qu'on aimerait aussi, et là c'est un petit peu plus spécifique au soutien du CALP, c'est vous apporter un renforcement de capacité individuelle. Il y a un travail au niveau national qui est fait avec le gouvernement, la Banque mondiale, etc. Il y a les différentes organisations qui vont apporter l'input technique et vraiment mener le travail. Et puis, on aimerait identifier 2 ou 3 personnes par pays qui seront vraiment sur lesquelles on va capitaliser pour vraiment bâtir l'expertise cash multisectorielle. Et on aimerait essayer de définir comme ça un parcours d'accompagnement individuel au long de l'année. Avec des formations, des webinaires restreints comme celui-ci, la possibilité de participer à nos activités donc de formation, d'ateliers d'apprentissage, etc. Vraiment pour avoir ce pool de personnes identifiées et éventuellement des missions d'échange. Si le Burkina Faso ou le Sénégal d'ici quelques temps nous disent ah mais c'est génial, nous aussi on veut faire un MIB, on pourra dire voilà il y a telle personne qui est au Mali qui a travaillé là-dessus, il y a la personne du Niger, etc. Et donc vraiment multiplier un petit peu l'expertise disponible. Enfin, comme ce travail va s'étaler un petit peu tout au long de l'année, donc là en gros chaque pays va identifier le mécanisme de coordination. Ceux qui veulent poursuivre, comme le Mali, à travers un consultant ou au Cameroun et au Niger à travers le Cash Working Group, comme c'est indiqué dans les TDR, on va voir voilà quel type de soutien et quelle implication vous souhaitez avoir du CALP ou d'un consultant, etc. Et d'ici l'automne, donc en septembre à peu près, avant que la HRP se décide, essayez de valoriser au niveau national ces MIB, ces paniers de dépenses, voir si le consensus est suffisant, si la méthodologie a été assez solide, si le résultat fait assez consensus pour l'inclure dans la HRP, et voir comment disséminer et documenter au mieux ces différentes approches. Donc ce qu'on aimerait, pardon,
c'est faire une étude de cas éventuellement qui puisse documenter les différentes méthodologies qui ont été utilisées et surtout quels ont été les défis de coordination, les défis techniques, de capacité, etc. que vous avez rencontrés. Sachant qu'on sait que dans les pays, il y a beaucoup de turnover, donc les personnes avec lesquelles on va travailler au début ne sont peut-être pas celles qui seront encore là en septembre. Donc il faut qu'on voit un petit peu tout ça. On aimerait vraiment le documenter et faire un atelier d'apprentissage régional en décembre ou janvier prochain pour voir voilà quels ont été les impacts de ce travail sur la coordination, sur la planification humanitaire, sur le renforcement des capacités internes, faire une étude, enfin une sorte de comparaison entre les différentes approches de coordination, qu'est-ce qui a été le plus efficace, le plus léger, le plus pratique, etc. Et vraiment essayer de faire rayonner ça un petit peu dans la région, éventuellement au-delà, et surtout voir si à la fin vous avez pu le mettre en œuvre, si ça peut être utile l'an prochain dans une planification de réponse. Voilà, quelle est l'appropriation un peu de ce travail-là dans la mise en œuvre de l'assistance. Donc c'est ce que nous on a identifié jusqu'à présent comme opportunité pour vous accompagner. Moi je serais très intéressée d'avoir une discussion avec chacun d'entre vous dans les 2 semaines qui viennent pour voir quelles sont les personnes qui confirment leur intérêt pour mener ce travail au niveau national, quelles seraient les plateformes que vous identifiez pour essayer de mener ce travail-là et quel est le soutien spécifique que vous identifiez comme besoin en termes de coordination, en termes d'appui technique, etc. Sachant qu'entre-temps, il faudra sûrement que vous ayez une discussion avec le Cash Working Group, au sein de votre organisation, etc. Donc voilà, je vous invite à nous dire déjà si vous identifiez d'autres types de besoins et puis essayer de planifier le soutien à distance qu'on peut apporter dans un premier temps dans les semaines qui viennent là. Donc, si vous avez déjà des besoins que vous identifiez, n'hésitez pas à nous les dire maintenant. Et sinon, on sera en lien après pour caler des calls, etc. Vous pouvez aussi utiliser les micros, il n'y a pas de problème. Alors effectivement, sur l'étude HEA, on va voir avec Bernard quelles sont les options qu'on peut avoir, puisque comme il l'a bien indiqué aussi, plus cette recherche est inclusive et plus c'est intéressant en termes d'appropriation. Donc même vous, au niveau des pays, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voir s'il y aurait des ressources éventuellement pour un pilote ou un travail au niveau national. Dans les pays, est-ce que vous voyez déjà quelque chose? Est-ce que ça vous semble pertinent comme programme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et dont vous souhaiteriez individuellement et pour le pays où vous opérez, est-ce que ça vous semble pertinent et intéressant? Merci Diébou. Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément de TDR en tant que soi. On est encore en train d'essayer de voir quels pourraient être tous les niveaux de soutien qu'on pourrait vous apporter, et pas que nous, le CALP, mais aussi travailler avec les bureaux régionaux, etc., pour voir comment est-ce qu'on crée une dynamique un peu collective sur ce travail de MIB. Par contre, je peux vous récapituler un petit peu une sorte de parcours qu'on vous propose, sachant qu'à mon avis, par pays, ça pourra vraiment changer. Il y a des pays qui sont vraiment dans la phase amélioration de la coordination. On va certainement mettre le paquet là-dessus dans un premier temps. Il y a des pays où il y a probablement plus d'analyses disponibles, etc. Donc l'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui soit assez spécifique aux besoins que vous avez dans les pays pour aligner un petit peu les niveaux de capacité, d'expertise et arriver à un résultat un peu comparable. Il y a notre collègue Abdoulaye Hamidou qui est avec nous aujourd'hui, qui est le Capacity Building Officer du CALP et qui sera en première ligne pour vous apporter un soutien technique avec très certainement des missions d'une dizaine de jours dans les pays, pas pour développer le MIB, mais pour vous aider à identifier un peu quelles sont les lignes méthodologiques à respecter pour assurer une validité assez solide du MIB.
Est-ce que le Mali, vous trouvez ça, oui, intéressant, le Cameroun? Allô, le Mali, vous me recevez? On reçoit le Mali. Bonjour Alpha. Oui, bonjour. Je m'excuse du retard parce que j'avais un problème de connexion avec et je n'avais pas reçu les liens à temps à cause de mon spam. Oui, je pense que c'est très pertinent pour nous cette étude. Il y a déjà des discussions ici au niveau du Cash Working Group Mali. Et aussi, Djebou peut vous donner plus d'informations là-dessus. Le consortium des ONG qui se sont réunis aussi en partenariat avec ECHO pour faire cette étude-là. Donc, le Cash Working Group du Mali est très intéressé par ça. On est déjà dans la dynamique de voir comment est-ce que on va essayer de mettre ça en pratique, tout en essayant d'avoir surtout la partie gouvernementale avec nous dans ce processus. Parce que ça ne doit pas être quelque chose fait par les ONG, les agences des Nations Unies, et seulement, et puis on vient au gouvernement pour leur présenter cela. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un MIB, oui, mais endossé par la partie gouvernementale. Il reste à voir pour nous maintenant quelles sont les structures du gouvernement les mieux indiquées pour l'accompagner dans ce processus. Il y a le ministère des Finances, il y a la Direction nationale du développement social et de la protection sociale. Et aussi faire en sorte que les autres acteurs humanitaires, pas seulement les consortiums, pas seulement les acteurs humanitaires, mais même ceux qui sont de plus en plus dans le développement, tout le monde soit impliqué dans ce processus. Donc, je pense que cette discussion est très pertinente. J'ai pris un peu le train en chemin, je n'ai pas eu le background de toutes les discussions, mais je vais poursuivre plutôt en bilatéral avec notre équipe de Calp Dakar, Nathalie et Abdoulaye, qu'on va beaucoup embêter ces dernières semaines pour essayer d'avancer sur notre processus. Merci beaucoup Alpha. Isabelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, Dibou, pardon, oui, j'ai vu ta question, je sais pas. Bernard, est-ce qu'il y a déjà des TDR? Je crois que tu es en train de travailler sur les TDR en ce moment pour l'étude. Oui, voilà. Je cherchais comment ouvrir mon micro, pardon. Oui, effectivement. Donc, pour l'instant, nous sommes dans la phase de drafting, de finalisation de ces TDR. Et effectivement, dès qu'ils seront prêts, on pourra les partager, parce qu'il y a rien de secret là-dedans. Au contraire, notre optique, c'est de pouvoir quand même partager. Alors même si on cible le Niger pour travailler sur un pilote, ça ne veut pas dire qu'on n'échangera pas aussi bien avec nos collègues du Mali, par exemple, si aussi on sont avancés sur la réflexion, sur au même titre que nos amis du Cameroun ou d'ailleurs, et ce sera le rôle de ce consultant, et aussi on compte sur la coordination et l'appui du CALP à ce niveau-là, pour pouvoir nous mettre en lien avec les personnes en source, les personnes pertinentes, et pouvoir traîner l'information, faire des échanges de manière très dynamique pour que le consultant puisse collecter le maximum d'informations pour définir ses paniers, aussi minimum pour chaque sous-secteur, de la manière la plus intelligente qui soit, savoir quelque chose qui puisse être harmonisé aussi avec nous. Juste une petite parenthèse pour en finir. Aussi, dans le processus que nous envisageons dans ces termes de référence, c'est aussi un processus de validation. Donc, ce sera présenté au niveau du Niger, si on travaille sur le Niger, et ça sera aussi présenté au niveau du niveau régional dans le Cash Working Group au niveau régional. Voilà. Ce sera partagé aussi de la manière la plus large. Ok, merci beaucoup Bernard. Isabelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je vais dire que bon, moi je serai à Dakar la semaine prochaine avec Nathalie. On va essayer de travailler un petit peu plus sur ce programme d'appui du CALP.
Et comme ça, on aura une proposition plus concrète à partager avec vous. Et surtout, enfin, on fait ça pour vous, donc n'hésitez pas à nous communiquer ce dont vous avez besoin pour que ce soit vraiment l'apport le plus utile possible. Merci beaucoup encore une fois à tous d'avoir répondu présent. J'espère que vous allez pouvoir ramener beaucoup de monde dans ce travail et qu'on va pouvoir vous appuyer au maximum pour devenir les champions du cash multisectoriel dans la région. Le webinaire a été enregistré, donc on vous enverra le lien à faire circuler au sein du Cash Working Group, etc. Et voilà, on vous remercie et on est en lien très vite pour la suite des événements. Merci beaucoup.